La création d'une entreprise ou d'une société implique des coûts et nécessite un certain budget. Quelle solution de financement faut-il? C'est le terme d'aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous regardent et bienvenue à nos chroniqueurs. Sans plus tarder, écoutons ensemble Zoku Saint-Firmet dans la rubrique « Comment bien vivre son quotidien » et c'est tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler d'impulsivité. Alors tout d'abord, on va définir l'impulsivité en elle-même. Il s'agit de la difficulté qu'éprouve une personne pour arriver à se contrôler. De manière globale, l'impulsivité amène des comportements violents comme casser des objets, déchirer des documents, abandonner des personnes ou des situations, des contextes ou tout simplement des projets. Donc c'est un comportement qui peut être autodestructeur et qui peut causer énormément de problèmes dans son entourage. Alors, maintenant qu'on a vu les points négatifs, on va essayer aussi de voir comment on peut solutionner cette impulsivité, comment on peut au moins, à minima, diminuer l'intensité de cette impulsivité. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, qui est la plus évidente et qui est la plus simple à mettre en pratique, on va temporiser. Temporiser, on entend le mot temps. Donc on va essayer de gagner du temps, tout simplement en comptant jusqu'à 10. Quand une situation est difficile, quand on ressent une frustration, plutôt que de réagir dans l'immédiat avec cette impulsivité qui peut être la nôtre, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Ça permet de gagner un peu de temps, faire redescendre la température pour pouvoir avoir des solutions qui vont être plus pacifistes. Pour la seconde option qu'on a, faire une activité qui va permettre de aussi garder son calme, comme le yoga, qu'on connaît tous, vous savez, c'est très lent, on prend vraiment son temps, on apprend à se contrôler dans la lenteur et dans le temps. Le pilate, qui est aussi une activité qui ressemble un petit peu au yoga, où vraiment on va faire un travail sur soi pour apprendre à temporiser, gagner du temps et être patient. Derrière ça, il y a quelque chose qu'on sous-estime aussi beaucoup, c'est les produits excitants. Ce qu'on appelle les produits excitants, savoir le café, les boissons énergisantes. C'est un peu paradoxal, produits excitants et impulsifs. Justement, il faut les éviter. Ah d'accord, j'ai cru qu'il fallait les prendre. Non, pas du tout. Il faut justement les éviter. Le café, après 11 heures, il faut éviter parce que le café, par exemple, met 6 heures à sortir totalement de l'organisme. Donc quand on va le consommer après midi, on va être très tendu jusqu'à peut-être assez tard le soir. Les boissons énergisantes, qu'on ne va pas citer ici, mais qu'on connaît tous, on prend un petit peu parce que c'est très sucré, etc. C'est des choses qui peuvent aggraver l'impulsivité. Donc, dans le maximum des cas possibles, il faut vraiment penser à éviter, si on ne peut pas, diminuer la consommation de ces produits-là. Ou une dernière solution que je vous donne aussi, qui ressemble un petit peu au yoga et au pilates, c'est la sophrologie. On ne va pas faire un cours sur la sophrologie ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une médecine douce qui aide à atteindre la relaxation. Donc, diminue l'impulsivité et la réactivité excessive. Donc, on a toutes ces solutions-là. Si vous sentez que vous êtes dans ce cas-là, si vous sentez que vous êtes victime de l'impulsivité, si vous sentez que vous êtes impulsif vous-même, vous avez toutes ces solutions-là que vous pouvez prendre, utiliser, essayer, combiner autant que faire se peut pour pouvoir atteindre un état de relaxation qui va faire que vous ne serez plus victime de votre impulsivité. D'accord. Et qu'est-ce qui pousse une personne à être impulsive? Je pense que c'est dans le caractère de chaque personne. C'est un trait qui est là, qui est avec nous. Heureusement, quand on a un trait de caractère qui est aussi prononcé que l'impulsivité, c'est quelque chose, comme je l'ai montré, sur lequel on peut travailler pour pouvoir diminuer, voire étouffer complètement ce trait-là. Heureusement qu'on peut travailler dessus. Il faut déjà pouvoir l'identifier, le reconnaître et l'accepter. La plupart des gens qui sont victimes de ce genre de traits de caractère néfastes ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte. Et quand ils se rendent compte, ils ne l'acceptent pas forcément. Donc ça peut rajouter aussi à la frustration.
Il faut aussi apprendre à comprendre les autres, ce qu'ils ont à dire, leur point de vue qui peut être différent d'une autre, et aussi accepter. Tant qu'on n'accepte pas, on ne peut pas comprendre. Pour comprendre, il faut accepter qu'un fait soit le fait qu'il est. Moi, j'ai bien aimé le fait de compter. Ça fait que ça laisse descendre la pression, on ne réagit pas à chaud. Et ça évite certaines paroles, certains comportements qu'on pourrait... Ça laisse le temps de réfléchir à savoir si on a pris la bonne décision ou pas. Mais c'est pas facile, hein. C'est-à-dire, on te dit un truc et t'es là. 1, 2. Mais déjà, tu vois, le fait de prendre conscience qu'il faille que tu comptes, pas forcément compter en soi-même, le simple fait de se dire « il faut », je compte, tu es déjà en train de gagner du temps. C'est vrai. Donc petit à petit, peut-être que tu vas pas arriver à compter jusqu'à 10, peut-être que ça va être 2, 1, 2, et au fur et à mesure, plus tu vas pratiquer ça. Un petit conseil, c'est de le faire sur des situations où on est seul, où on n'a pas un interlocuteur, sur des situations qui peuvent être peut-être un peu frustrantes de tous les jours. Hein. Je trouve pas une place pour me garer, plutôt que de m'énerver, crier sur l'autre chauffeur. Ah, tu sais, c'est toujours l'autre chauffeur qui sait pas conduire. Il n'y a pas de problème. C'est toujours on gère bien. Dans cette émission, on ne prend pas que des conseils, on se coach aussi, et c'est tout de suite avec Esther Bois qui va nous parler de comment bien gérer son argent dans le couple. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion de l'argent dans le couple. Il faut savoir que l'argent est source de conflits quand on ne s'entend pas bien dès le départ. Et nous allons voir aujourd'hui les différents modes de gestion de l'argent dans le couple. On va voir le pot commun, la méthode des comptes séparés, et puis on verra ensemble à la fin, est-ce qu'il y a une meilleure méthode de gestion. Alors la première méthode qui est le pot commun, je prends un exemple, monsieur gagne 3 000 €, madame gagne 2 000 €, les charges de la maison font 3 000 €. Chacun voit son argent, ça fait 5 000 €. On fait toutes les charges de la maison avec les 3 000 € et puis les 2 000 €, on se partage comme on le sent, voilà. Mais c'est vraiment, l'idée c'est mettre tout ensemble, on fait toutes les dépenses, voilà. L'avantage c'est qu'il y a une certaine transparence dans le couple, ça va éviter les méfiances en matière d'argent. On sait qu'est-ce qui rentre, on sait où est-ce que ça part, etc. C'est assez transparent. Et puis, comme inconvénient, l'autre peut se sentir un peu encombré, une sorte de contrôle qu'on a sur les dépenses. Oui, pourquoi tu as fait telle dépense, tu ne m'as pas dit, c'était pas prévu, etc. Voilà. Mais comme petite astuce pour cette méthode, vous pouvez définir une enveloppe globale pour l'argent de poche, par exemple. Donc, dans les 2 000 € qui restent, soit on se dit chacun a 1 000 €, 1 000 €. Et puis, tu fais ce que tu veux à l'intérieur de tes 1 000 €. Comme ça, tu n'as pas vraiment à rendre compte, voilà, de toutes les dépenses que tu fais. Ensuite, la deuxième méthode, qui est la méthode des comptes séparés. Dans cette méthode-là, chacun a son salaire. Les charges font 3 000 €. Il y a plusieurs variantes. Soit, comme ça se fait chez nous en Afrique, monsieur s'occupe de tout, prend 100% des charges. Why not? Why not? Madame se fait belle, elle s'occupe de sa famille. C'est un budget aussi. Hein? C'est un budget. Donc, dans notre exemple, c'est par exemple, monsieur avec ses 3 000 € s'occupe de toutes les charges. Madame avec ses 2 000 € s'occupe d'elle et de sa famille. Bon. En Europe, c'est un peu compliqué. De la nourriture, voilà. Parfois, elle peut contribuer, elle s'occupe de la nourriture, des enfants, etc. Ou il y a des couples où c'est 50-50. Les charges sont 3 000 €, t'envoies 1 500, j'envoie 1 500. Le reste, chacun gère son argent comme il veut. Voilà. Ou voilà, il y a vraiment beaucoup de variantes, chacun en fait un peu comme il le sent. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas cette pression, il n'y a pas ce contrôle sur ton argent. Tu en fais ce que tu veux. Ça peut bien convenir à des couples où par exemple chacun a des enfants de côté, oui. Tu dois t'occuper des enfants que tu as eus avant de te mettre en couple ou de ta famille, voilà, il y a une certaine liberté. Par contre, petit inconvénient, ça peut apporter de la méfiance. Il y a des couples et beaucoup de couples où les deux ne savent pas les salaires que chacun gagne. Il n'y a pas de transparence. Voilà, il n'y a pas de transparence. Après, chacun peut s'imaginer des choses. Tu as fait ça de ton argent, voilà. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais voilà, ça peut apporter de la méfiance. Donc, petite astuce aussi pour cette méthode, essayez d'être le plus transparent possible. On est en couple, c'est parce qu'on s'aime, voilà, il n'y a pas de cachotterie, voilà, le plus transparent possible. Et puis, ayez le maximum de charges en commun, de projets en commun. Ça fait que l'argent qui vous reste, c'est vraiment pour vous, et que ce soit des projets de voiture, de maison, etc., tout est mis ensemble.
Alors maintenant, moi, je vous pose la question, quelle est la meilleure méthode selon vous? Est-ce que c'est le pot commun ou est-ce que c'est les comptes séparés? Ben moi, je pense que c'est le pot commun pour éviter toutes sortes de conflits ou des choses qui se cachent derrière. Donc, être déjà transparent, expliquer ce qu'il y a à faire. Déjà, faire la part des choses, qui gère quoi et qui s'occupe de quoi. Et puis après, mettre ensemble l'argent restant pour peut-être un projet ou investir pour un appartement ou acheter une voiture. Ouais. Et toi, Bénédicte? Tout à fait. Moi, je pense aussi que c'est vraiment le pot commun. En fonction de ce qu'on gagne, on met ensemble et on décide un peu sur quelle part on va déposer tel montant. Je pense que c'est important aussi d'être transparent, comme on parlait de la transparence. Dans le couple, tu as dit, on est ensemble, on s'aime. Et déjà, ça doit être une base pour nous de pouvoir justement valoriser cet amour-là. Et pas que, pas que sur d'autres... Il y a Zoukou qui sourit, alors... Et pour ceux qui ne sont pas en couple. Bah, c'est plus facile, hein, tu gères ton argent comme tu veux. Tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit. Donc... il est en commun avec moi. On se débrouille très bien comme ça, moi et ma personne. On se fait plaisir, on se fait des petits cadeaux, on se fait des petites vacances. C'est très bien comme ça. Moi, mais comment est-ce que tu vois la gestion des finances en couple? je te dirai quand j'y serai. Bon, on va le laisser, on va voir avec Brice. Moi, je suis aussi d'accord, parce que c'est vrai que j'étais plus partisan d'avoir un compte séparé, mais c'est vrai que quand on est en couple, un pot commun, déjà on se dit forcément pour l'autre personne, on est plus dans le respect en se disant je ne vais pas forcément piocher là-dedans parce que c'est à nous et ça peut créer des conflits à l'avenir. Donc le pot commun, c'est un peu aussi la sécurité pour éviter d'avoir les tentations qu'on a quand on vit dans des grandes capitales comme Paris, New York ou des choses comme ça, où on se dit quand on est tout seul, on a des choses qui nous disent viens m'acheter, mets-toi dans ma C'est les choses qui appellent, hein, c'est pas nous. C'est ça. Et quand tu es en couple et que tu as un pot commun, là, effectivement, tu dis finalement, je pense que si je fais ça, tu es beaucoup plus responsable. On va pas être d'accord. Content, ouais. Directement, tu sais que là, on va mettre un stop, on va attendre peut-être Noël ou pour l'anniversaire prochain et pas maintenant, parce qu'on n'en a pas forcément besoin immédiatement. Merci. Alors, en conclusion, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut juste s'entendre dès le départ, comme Vanessa disait, sur la liste des dépenses. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on ne fait pas ensemble. Une fois qu'on regarde dans la même direction et qu'on s'est entendu dessus, ça évite les conflits. S'entendre également sur le montant des dépenses. Par exemple, si c'est que dans la famille de madame qu'on fait des dépenses, à un moment, monsieur peut dire c'est tout le temps chez toi qu'il y a des sollicitations. Mais quand le montant est bien fixé, on ne dépasse pas. Il y a un pas budget de souci. spécial pour... Voilà, un budget, voilà, tout est bien. Voilà. Et puis, il faut communiquer, il faut parler. L'argent ne doit pas être un sujet tabou dans le couple. Bonjour Brice. Bonjour Vanessa. De quel événement vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un événement qui est plutôt sympa. Je ne vais pas vous parler effectivement de la fête des croissants ou la fête du fromage, mais un événement un peu plus sympa, un peu plus culturel, qui nous représente un petit peu. Donc, je pense que vous connaissez tous la richesse naturelle et au niveau du continent africain, bien sûr, mais aussi depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, la culture aussi cinématographique. Là, actuellement, se déroule effectivement le Festival du cinéma africain à Paris. Pendant une semaine, il y aura effectivement le Festival du cinéma africain qui va représenter plusieurs pays du continent, que ce soit du nord, de l'est, de l'ouest, au nord, au sud, en passant vraiment par tous les pays. On a parlé effectivement le Nigeria, on a effectivement le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, l'Algérie, le Maroc ou encore la Tunisie. Plusieurs films vont être présentés et sont actuellement présentés sur les Champs-Élysées au cinéma Lincoln où vous pouvez voir tout style de films. Alors, on a des longs métrages, on a des courts métrages, on a même des documentaires pour pouvoir aussi s'imprégner de cette culture cinématographique africaine. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a l'habitude de regarder des grosses productions américaines ou effectivement du cinéma d'auteur francophone. Là, effectivement, on a des réalisateurs et des acteurs qui viennent du continent. Ce qui est intéressant, ce que j'ai vu effectivement notamment pour l'ouverture du festival vendredi 30 septembre, c'est qu'on nous a présenté un film en arabe. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que
on avait le film en arabe et les sous-titres en français. Donc effectivement, on était directement impliqués dans leur manière de faire et de concevoir un film, que ce soit avec les acteurs ou même le réalisateur, les plans séquences, les plans larges, les plans les plans américains. On avait vraiment tout ce qui touchait à l'univers effectivement de la culture cinématographique. L'avantage de ce genre de festival, c'est que la plupart, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réalisateurs viennent du territoire africain. Et donc, c'est des producteurs et réalisateurs et acteurs africains qu'on ne connaît pas forcément et qu'on va découvrir justement avec ça. On a aussi notamment des parrains, je ne sais pas si ça vous parle, Jimmy Jean-Louis, qui est un acteur, un très grand acteur qu'on a pu apercevoir dans plusieurs films notamment ou des séries américaines ou francophones. Là dernièrement, sur une plateforme de streaming, on a un film qui s'appelle The Grey Man où effectivement il est présent là-dedans en tant que, avec un rôle principal. On a notamment aussi Samuel Arnold, je ne sais pas si ça vous parle, Emily in Paris, qui est un des acteurs principaux et qui est parrain aussi de l'Afrique, du Festival du cinéma africain. Ce qui est bien, c'est qu'on rencontre effectivement les deux genres, l'ancienne garde et la nouvelle garde du cinéma africain, que ce soit du cinéma africain ou même du cinéma international. Donc, on est vraiment dans ces deux paradoxes qui se rassemblent et qui nous permettent, nous, la nouvelle génération et l'ancienne génération, de se rencontrer dans des salles obscures. Je ne sais pas si ça vous parle, Olivier Kissita, qui est un grand acteur aussi, qui a fait la série notamment Chocolat, où il a un rôle très très important et principal, qui a présenté aussi l'un de ses films, notamment hier, samedi 1er octobre. Et donc il y a plusieurs films qui vont être présentés, plus de 100 films vont être présentés pendant ce festival et 27 prix vont être remis pour les meilleurs films qui sont présentés pendant ce festival. Qui est l'organisateur de ce merveilleux festival? Alors c'est Blaise, du coup, Blaise qui est l'organisateur depuis 4 ans, du coup, qui a produit, le festival voilà, existe. Qui a produit et qui a créé effectivement le Festival du cinéma africain à Paris. Donc c'est vrai que c'est un défi de marque et c'est un défi assez compliqué. On se dit comme ça, voilà, ça a l'air simple plutôt, mais rassembler autant de réalisateurs, rassembler autant de films, mais pas 20 ou 40, mais plus de 100 films, des productions, des documentaires, des longs métrages, des courts métrages, c'est quelque chose de longue haleine, c'est un travail vraiment assez fastidieux, mais derrière il y a un résultat qui est vraiment super. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bonjour Vanessa. Alors, qui nous inspire aujourd'hui? Alors là, du coup, on va parler d'un grand inventeur. Justement, lui, il a été inspiré durant son enfance. Un grand inventeur. Pour cela, direction le Zimbabwe. Déjà, petit coucou à nos amis de Harare. Voilà, c'est un expert en intelligence artificielle, mais aussi en robotique. Un peu comme notre cher Elon Musk. Exactement. Donc du coup, on a notre Elon Musk aussi. Mais par contre, la personne que nous allons aujourd'hui mettre en lumière est, je vais bien le dire, William Sachiti. Ah. Exactement. Donc entrepreneur très prolifique. Il faut savoir qu'il a eu plusieurs inventions qui ont été beaucoup primées. Peut-être que vous le savez, il est l'inventeur du premier bibliothécaire robot au monde doté d'une intelligence artificielle. Déjà ça se salue, ça se félicite. Voilà. Et pour la petite expérience, elle s'est déjà, enfin, du moins, elle a commencé dans une université, voilà, parce que le nom est un peu compliqué, dans une université du sud-ouest de la Grande-Bretagne. Ce qu'il faut dire, c'est que le robot en soi pouvait échanger avec les étudiants, pouvait prendre leurs commandes, donc il y avait vraiment un échange verbal qui se faisait, prendre leurs commandes et les accompagner jusqu'au lieu où se trouve le livre sélectionné. Donc c'est quelque chose de très, 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 très fort. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette université-là, c'est l'université dans laquelle il étudiait, il a eu un chèque d'une valeur considérable, on était sur presque 10 000 €, on va dire, et il a pu créer justement une académie robotique pour encore percer dans ce qu'il fait. Et devinez ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé en ce moment une voiture autonome, sans conducteur. Donc là, il est en phase de vraiment concurrencer, bousculer les multinationales telles que Tesla, on a Uber, Google, tout à fait. Et lui, justement, l'idée, c'est pouvoir faire de cette voiture-là un concept de livraison. C'est-à-dire, c'est une voiture qui va livrer les colis jusqu'à chez, exactement un peu. On va dire que ça se fait
Ça se fait dans l'idée où Amazon avait créé des drones qui livraient et tout, mais lui, il est vraiment dans cette performance-là parce que les drones avaient pas assez de capacité pour prendre autant de kilos. Voilà, là, on est sur une 12aine de livraisons, une autonomie parfaite. Donc, c'est vraiment, une invention à saluer. Et deux, ce qu'il faut savoir, c'est que durant tout ce temps-là, il a quand même pu, booster, enfin, créer son entrepôt. Il a créé un entrepôt dans lequel il conçoit, mais aussi réalise toutes ses expériences. Et cela en UK. Comment il a fait? Il est passé par des plateformes de crowdfunding, il faut le dire, parce que c'est des projets qui demandent beaucoup de fonds, beaucoup d'argent. Donc il a sollicité justement des financements qui ont été massifs. C'est justement grâce à ces financements-là qui peut encore continuer à nous faire rêver, à répondre justement aux actions du quotidien, à les faciliter, grâce à ces inventions de grande envergure. Donc franchement, c'est un inventeur à saluer. Quelles solutions de financement existent-ils? Vous connaissez des solutions de financement? Vous avez déjà entendu parler d'une solution de financement, Esther? Alors, il y a plusieurs types de financement pour les entrepreneurs. Déjà, il y a les fonds propres. Si vous avez une épargne, vous avez mis de côté et vous souhaitez lancer votre projet, vous pouvez partir sur vos fonds propres. Si vos fonds propres ne sont pas suffisants dans la plupart des cas, vous pouvez faire appel à une banque pour financer votre projet. Par contre, pour faire appel à une banque, il faut que vous soyez légalement constitué. Donc, soit en société ou auto-entrepreneur, voilà. Ou encore, vous pouvez faire appel à des aides de l'État en fonction de votre situation. Voilà, des subventions. Soit vous êtes jeune, soit vous êtes étudiant, soit vous êtes auto-entrepreneur, soit des aides de la région, de la mairie. Il y a beaucoup d'aides. Il faut se renseigner sur Internet. Ou vous pouvez faire appel à des plateformes de crowdfunding, comme elle a dit tout à l'heure, pour faire des levées de fonds. Donc, il faudra bien présenter votre projet, montrer que les risques qui sont là sont très peu et que vous les maîtrisez. Ou vous pouvez faire aussi appel à des investisseurs privés. Ça peut être des membres de votre famille, des proches. Petit conseil, si vous faites appel à des amis, il faut que ce soit bien carré. C'est pas parce que ce sont vos amis, que je vais dire, Zoku, prête-moi 10 000 euros, on s'arrange. Non. Vous faites une reconnaissance de dette, vous mettez sur papier quand est-ce que vous allez rembourser, comment est-ce que vous allez rembourser pour que ce soit carré. Et quand vous faites le remboursement, bien entendu, la prochaine fois, ils auront confiance en vous pour vous prêter encore. Sans oublier la plus ancienne, la tontine. La tontine. Oui. Attention, la tontine n'est pas autorisée en France, on le précise, mais voilà, c'est dans les mœurs, donc ça peut être une solution. Ça fait partie de notre culture. C'est ça. Oui. Alors, Brice, as-tu déjà entendu parler d'une solution ou toi-même as-tu... Oui, c'est vrai que je suis plus partisan du crowdfunding ou alors effectivement bien évidemment, on n'a pas le droit de le faire, mais on le fait quand même parce que c'est dans notre culture, la tontine aussi, le fait de pouvoir rassembler des sommes entre plusieurs personnes et de se dire qu'on pourra prochainement se dire que voilà, j'ai un projet à 1 500 euros, j'ai pas 1 500 euros dans ma poche, mais mon entourage m'a permis d'avoir ces 1 500 euros là. Et je suis allé sur une émission américaine qui s'appelle Sharks. D'accord. Sharks, ce sont 3 à 5 entrepreneurs qui sont déjà bien établis, qui sont millionnaires aussi, et qui proposent à des petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, petits ou moyens investisseurs ou auto-entrepreneurs, de leur présenter leur projet. Voilà, je vous présente mon projet, et si l'un des 5 boss, on va dire ça comme ça, si l'un des 5 boss trouve le projet intéressant, il peut décider d'investir à la hauteur qu'ils souhaitent. En fait, ils font un contrat, ils énoncent un contrat verbal dans un premier temps. Voilà, moi, ton projet me plaît, je peux te proposer 50 000 $, 100 000 $, et ainsi de suite, mais en contrepartie, je demande ça. Donc, c'est une solution aussi qui ne se fait pas beaucoup ici, mais qu'on peut trouver aussi à l'étranger. Donc, il ne faut pas hésiter à aller autre part que là où on est. Là où on est planté, il faut sortir de son pot et aller chercher un petit peu à l'extérieur pour avoir des solutions différentes. Ça, c'est intéressant, je rebondis là-dessus, parce que je crois qu'en Afrique, il y a pas mal d'organisations qui commencent à le faire. Par contre, le petit bémol, c'est que tous les petits entrepreneurs qui viennent, parfois, ils exposent leur idée et après,
il n'y a pas de suite et les idées sont reprises ailleurs par des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Donc, certes, les entrepreneurs vont se débrouiller pour exposer leurs projets, mais il faut que derrière les business angels, les organismes soient assez sérieux, aussi responsables pour financer ces projets-là et ne pas les voler aux petits entrepreneurs. Merci à vous d'être venus. C'est déjà la fin de cette émission. Nous allons saluer nos partenaires. Merci à ABC Coworking qui nous a reçus dans son magnifique endroit. Merci à Vivica 225, celle qui nous a habillés. Merci aussi à Annie Sega, celle qui nous a sublimés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure et même jour. À bientôt.